Bonjour, merci pour votre présence à cette deuxième partie de la matinée qui va être consacrée à la formation. Donc le thème, c'est comment moderniser nos formations aux soins critiques. L'objectif de cette séance est de présenter les outils pédagogiques différents mais complémentaires pour construire une formation efficiente, adaptée à un public varié. Vous allez bénéficier de 3 topos par 5 intervenants. Donc le premier topo sera apprendre à appliquer des connaissances théoriques par la simulation vidéo. On aura un deuxième topo sur apprendre une technique par la simulation sur un modèle expérimental. Et le but est d'acquérir des compétences dites techniques. On terminera par un troisième topo sur les compétences dites non techniques par la simulation dite haute fidélité sur le mannequin. Voilà, je te laisse prendre la main. Merci. Donc, pour parler de ces 3 thèmes-là, nous allons avoir le docteur Sylvain Malfroy, qui est anesthésiste réanimateur au niveau de l'hôpital Nord-Franche-Comté, qui est également l'encadrant des internes. Nous allons avoir Laurent Fèvre, qui est infirmier coordinateur technique, qui adore la pédagogie et qui a monté le laboratoire de simulation au sein de l'hôpital, et qui, comme vous savez, a organisé ce CREF sur lequel on est là aujourd'hui. Nous avons aussi Jérôme Aguiltera, qui est anesthésiste, qui est interne anesthésiste réanimateur, pas encore, ça arrive, qui va être là aussi. Et nous avons aussi Jean-Sébastien Buvat, qui a une formation d'ingénieur au départ en sciences et génie des matériaux et qui a fait une passerelle pour maintenant être interne en anesthésie et réanimation. Nous aurons aussi, par visioconférence, des ingénieurs de l'UTBM qui vont être là également pour nous présenter leur travail. Donc, écoutez, cette animation va être faite par le biais d'une application, comme vous avez déjà vu sur certaines sessions, avec votre téléphone. Donc, si vous voulez bien les préparer, pour qu'on puisse commencer. On compte sur vous pour être acteur de cette formation. Le QR code ? Non, alors ça va arriver après, oui, voilà. Au début, on commence et vous allez avoir le QR code qui va s'afficher rapidement. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, merci pour vos applaudissements. Alors, le thème et le défi qu'on se lance, c'est améliorer nos formations. Ça rentre bien dans le cadre de ce congrès, puisqu'on veut travailler la réanimation de demain. Et il va falloir former des gens. On est tous concernés, on fait déjà cet effort-là au quotidien. On a vu hier qu'on allait renouveler encore sans cesse le personnel médical et paramédical. Ça veut dire qu'on va devoir continuer ces efforts-là. Et quitte à le faire, on voudrait le faire avec de l'efficacité, des méthodes un petit peu différentes de ce qu'on a connu notamment dans notre formation initiale ou à l'école. Et donc, on va aborder successivement différentes pistes, des concepts pédagogiques et puis des outils d'innovation que l'on a développés. Alors, cette présentation, je l'ai travaillée avec Laurent Fèvre, qui est ici et qui interviendra, mais aussi Émilie Donzelot, qui est infirmière dans le service de réanimation. Elle a une expérience en pédagogie très poussée, ayant travaillé au CESU longuement. Et donc, elle est quelque part une référente pédagogique qui est en trame de fond de cette présentation. Alors, passons à la première question. Et vous avez compris, vous allez jouer avec nous. Donc, voici qui s'affiche ce QR code que vous pouvez flasher avec votre téléphone. Je vous laisse quelques instants avant de vous montrer une première question en guise d'introduction. Voilà, s'il y a des soucis, on pourra toujours remontrer le QR code.
Bon, allez, on y va. Alors, voilà, vous assistez à une conférence qui est intitulée « Les courants pédagogiques revus des concepts du XXe siècle ». Durée prévue 2 heures, 150 diapos. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis après 30 minutes d'une présentation magistrale? Est-ce que vous êtes sur votre téléphone, vous consultez Facebook ou vos emails? Est-ce que plutôt vous allez faire la sieste? Vous n'avez pas bien dormi ou vous vous êtes couché tard hier soir, je crois? Est-ce que vous dites, je vais quitter la salle, il y a des labos et je suis intéressé par un nouveau simulateur, un simulateur haute fidélité? Ou est-ce que vous vous dites, l'orateur, dans l'idéal, il faudrait qu'il change de méthode? Alors, ça répond, vous avez encore quelques secondes. La tendance voudrait faire changer de méthode. Pourquoi pas? C'est un peu ce qu'on a envie de vous expliquer ici. Voilà. Eh bien, je suis quand même complètement d'accord avec vous. On va valider la réponse dès l'orateur change de méthode et on va voir comment le faire. Alors, deuxième question, toujours pour vous, public, ce qu'on appelle la méthode expositive. Je vais vous expliquer les différentes méthodes pédagogiques, mais cette façon de présenter, c'est celle un peu de l'école ou de la fac. À quoi elle sert et quelles sont ses limites? Alors, c'est le cours magistral, sa modalité principale. Il peut y avoir plusieurs réponses. C'est la méthode de l'école de demain. Elle permet d'acquérir des connaissances théoriques et c'est la modalité dans laquelle on apprend par cœur et on restitue au cours d'examen. On voit que vous connaissez cette méthode-là, vous l'avez tous vécue à la faculté ou à l'école. Et effectivement, c'est le cours magistral. La méthode de l'école de demain, je ne suis pas sûr. Je pense qu'au contraire, la pédagogie de l'école de demain, elle va vers quelque chose de plus diversifié et de différent. C'est effectivement les connaissances théoriques. Il va falloir utiliser cette méthode-là quand même. Et puis, peut-être changer la façon de contrôler les connaissances. On va parler de tout ça. Donc, la A, la C et la D. Voilà un petit peu, pour résumer, les différentes méthodes pédagogiques qu'on rencontre fréquemment. En haut, vous avez effectivement cette méthode magistrale que l'on connaît de la faculté, très bien pour apprendre des choses théoriques. La méthode démonstrative, vous l'avez peut-être connue si vous avez passé la FGSU ou des choses comme ça. Vous avez un formateur, il vous montre la façon de faire le massage cardiaque et vous allez la reproduire fidèlement. C'est très bien, c'est déjà une façon active donc, de vous faire participer, mais ça aura quelques limites, puisque vous allez avoir tendance à reproduire les choses par mimétisme, pas forcément par raisonnement. Et quand vous allez être confronté à une situation qui ressemble un peu, mais qui a des différences, vous allez peut-être vous trouver un peu en difficulté. Donc on va aller vers des choses encore un petit peu plus poussées. La méthode interrogative, c'est par exemple le travail en résolution de problèmes. On peut travailler en groupe et travailler, discuter, chercher des solutions. On va utiliser les connaissances qu'on a déjà et puis pour en apprendre de nouvelles. Là, on commence déjà à introduire du raisonnement, ça sera très intéressant. La méthode active, sa modalité maintenant, de plus en plus, c'est la simulation. Vous êtes dans l'action, donc vous allez faire les choses dans un contexte qui vous rappelle votre pratique quotidienne. Là, vous allez pouvoir faire des erreurs et il va falloir, on en reparlera un petit peu plus tard, exploiter l'erreur de la bonne façon pour apprendre. Et puis enfin, la dernière, qui est également extrêmement importante et qu'on connaît bien, c'est le compagnonnage. Le compagnonnage, la méthode expérientielle, c'est par ce qu'on va trouver le matin à la relève du service avec une infirmière référente d'un élève ou un interne avec son senior qui va rencontrer une situation qui va permettre d'expliquer, de poser des questions et d'apprendre de nouvelles choses. Vous voyez que finalement, toutes ces méthodes sont intéressantes. Il ne faut pas en jeter une, il va falloir juste composer. C'est une espèce de recette de cuisine dans laquelle on va mettre plus ou moins de tel ou tel ingrédient pour obtenir à la fin quelque chose de joli, de bon, qui va
marquer les mémoires et faire progresser. D'accord ? Donc rien n'est opposé. On va continuer avec un point sur lequel je voulais revenir également, c'est comment l'adulte apprend. L'enfant, on sait que l'enfant à l'école, il va apprendre avec certaines contraintes où il a la dynamique, c'est ce qu'il doit faire de toute façon quelque part. Nous adultes, c'est différent. On a déjà besoin de quoi ? On a besoin d'un espèce de contrat de confiance. On est des adultes, le formateur est un adulte, et donc on va avoir une relation d'égal à égal qui va nécessiter du coup vraiment de la confiance, une espèce de contrat moral qui va faire qu'on va également exploiter l'expérience antérieure. L'expérience professionnelle, elle doit servir de point de départ pour aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de plus poussé, centré principalement sur du concret. C'est notre troisième cible, le concret. Quand vous êtes adulte et que vous voulez apprendre quelque chose, il faut que ça résonne en vous comme quelque chose dont vous avez besoin au quotidien, pas quelque chose d'abstrait. Finalement, dans nos bulles, la quatrième, on va centrer l'apprentissage sur les problèmes plus que sur des sujets vastes. Parce que le problème, ça vous parle, vous en rencontrez tous les jours dans vos services ou dans ce que vous faites, et donc ça va vous motiver. C'est le dernier point important, la motivation. La motivation chez l'adulte, elle doit venir de vous, et elle doit être encouragée par justement le formateur qui va être bienveillant avec vous. Et avec tous ces éléments, l'adulte apprend. D'accord ? Voilà pour cette petite introduction. On va commencer avec un défi un petit peu particulier, mais finalement qui va vous rappeler également quelque chose, c'est enseigner à un groupe multiniveau. Qu'est-ce que j'entends par là ? Un groupe multiniveau, c'est un groupe hétérogène d'apprenants. Alors, je vous donne quelques exemples. On pourrait imaginer un groupe d'internes, des jeunes, premier semestre, des plus vieux. Nous, dans notre service en réanimation polyvalente, on va avoir des internes d'anesthésie et réanimation, des MIR, des internes de spécialité, médecine d'urgence. Ils sont tous des profils différents. Et on a fait des expériences avec eux. Comment leur apprendre la ventilation mécanique, d'où est-ce qu'ils partent et où est-ce qu'on peut les faire arriver. Mais on pourrait imaginer qu'un groupe multiniveau très intéressant pourrait même être composé de professionnels différents, des infirmières, des internes, des externes. Voyons un petit peu ce qu'on peut en dire. Alors, à vous, à vos téléphones, la question va arriver. Voilà le contexte, celui que je viens de décrire. Vous accueillez pour une formation d'adaptation à l'emploi, en quelque sorte, les nouveaux internes, les infirmières. Pareil, les infirmières, il peut y en avoir une qui vient en renfort de gastro, une autre des urgences, une autre de consultation. Qu'est-ce qu'elles savent à propos de la réanimation ? Peut-être pas encore grand-chose, mais peut-être qu'il y en a une qui a fait des urgences et qui a vu quelques malades ventilés. Voilà notre souhait. Notre souhait, c'est leur apprendre la ventilation mécanique, avec des notions basiques, simples, que tout le monde doit connaître, ventilation, pression, volume, des choses comme ça, cyclage, rapport I/E, qu'est-ce qu'un trigger inspiratoire, vous allez essayer d'aller au trigger expiratoire, au cyclage, leur parler de compliance, de résistance, d'asynchronie, de diaphragme, enfin, est-ce que vous allez pouvoir tous les emmener jusqu'à des notions complexes ? C'est la question qu'on s'est posée. Alors, je vous pose une question maintenant à vous, à vos téléphones. Si vous voulez bien les former, ce groupe hétérogène d'internes, d'infirmières, est-ce que vous pensez qu'il faut varier les supports pédagogiques ? Est-ce qu'une formation théorique est amplement suffisante ? Est-ce que finalement c'est impossible et c'est pas la peine d'essayer ? Ou est-ce qu'on va créer des dynamiques d'échange qui seront intéressantes ? Imaginez que finalement les uns et les autres vont s'entraider et progresser ensemble. Alors, on est déjà à 87 réponses, 88, ça va vite. Et manifestement, vous vous y connaissez, ou du moins, c'est peut-être ce que vous avez envie que l'on fasse. Eh bien voilà, on va retenir ça. Varier les supports pédagogiques, effectivement, c'est très intéressant. Ça veut dire, c'est quoi ces supports pédagogiques ?
Ça peut être du diaporama, bien sûr, mais ça peut être des vidéos, ça peut être de la simulation sur des modèles reconstitués ou des mannequins haute fidélité, et d'aller progressivement vers l'action des participants. Et puis créer des dynamiques d'échange, c'est ce qu'on va chercher à faire. On voit quand même qu'il y en a quelques-uns qui pensent que c'est impossible de les former parce qu'ils sont trop hétérogènes. Voilà, donc je retiens la A et la D. Et maintenant, on va accueillir Jérôme. Bravo, tous vos applaudissements. Bonjour. Ça va, Jérôme? Ça va, merci. Bonjour Bon. Sylvain, bonjour tout le monde. C'était sympa hier soir, la soirée. Hein? Très sympa, oui. Ouais. Mémorable. T'es en forme? Ouais, on va faire en sorte. Ok, bon. On y va? C'est parti. Alors, tu vas voir, ça va être un peu particulier. Ok. Alors, voilà un défi. Le défi, comme ça, qu'est-ce que tu en penses? On voit un groupe hétérogène, on voit un enseignant qui donne une consigne, monter à l'arbre. Alors, à ce sujet, je te pose une question, d'accord? Et puis, tu me dis ce que tu en penses. Allez. Comment aborder ce problème sur le plan pédagogique? Réponse A, certains ne peuvent pas progresser sans aide. Réponse B, le groupe doit bénéficier d'un enseignement standardisé unique. Il faut fixer un objectif bas pour tout le groupe, ce sera plus simple. Ou il faudra une aide extérieure de la part de l'enseignant ou d'autres apprenants pour que certains progressent. C'est assez compliqué comme question, franchement. Peut-être la réponse A, ça semble assez évident, mais déjà la photo est passée assez vite. J'ai pas forcément eu le temps de tout bien voir, mais vous m'épargnez pas avec cette première question, Sylvain. Est-ce que c'est possible d'avoir peut-être une petite aide? Une aide, c'était des jokers, quoi. Si vous en avez, ouais. Ouais, non mais. Un expert, par exemple. Un expert, donc appeler un ami. Oui, ce serait possible. Bon ok, alors on fait l'appel à un ami. Ok. Puis, Tu penses à quelqu'un? justement, je crois que vous êtes plutôt expert dans le domaine, donc est-ce que... Mais je sais que Jean-Pierre, il fait pas trop ça d'habitude, mais... Alors bon, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais Jean-Pierre, il n'était pas disponible aujourd'hui. Hein, donc c'est moi. Mais effectivement, bon, je connais un petit peu le sujet. Si tu veux, on regarde ensemble la photo, l'image, je veux bien. et puis on essaye de l'analyser ensemble, d'accord? Oui. Alors, bon déjà, il y a des choses qui ne vont pas. L'enseignant, comme ça, à son bureau, assis, il va peut-être falloir qu'il se lève et puis qu'il aille évaluer chacun des participants pour voir ce qu'ils vont pouvoir faire. C'est un espèce de bilan de départ, d'accord? Alors, si moi j'avais à faire le bilan de départ, qu'est-ce que je vois? Un singe et puis un oiseau. Bon, eux, monter à l'arbre, ils devraient y arriver. Ça ne devrait pas poser trop de soucis. Bon, ils n'auront pas besoin de beaucoup d'aide. Alors, il y a un concept qui parle de ça, qui s'appelle zone proximale de développement. Bon, en fait, c'est quoi? Cette zone, c'est la zone dans laquelle on aimerait positionner nos participants et les emmener vers quelque chose d'autre, une zone de développement prochain, si tu veux. Une zone, ça veut dire qu'ils ne maîtrisent pas complètement ce qu'on veut leur faire faire. Si on les aide, ils vont y aller. Alors du coup, le singe et l'oiseau, ils ne sont pas dans cette zone-là, ils sont déjà confort. Eux, ils savent déjà faire. Il va falloir qu'on leur trouve autre chose à faire, un autre défi, plus élaboré, pour les motiver et leur apprendre quelque chose d'autre. Et puis à l'inverse, il y en a deux autres qui, à mon avis, vont être en difficulté là. Le poisson rouge, j'ai des doutes. Effectivement. Puis l'éléphant, c'est pas gagné. Il va falloir un arbre bien solide. Eux, ils sont un peu en zone de ce qu'on dit de rupture. Rupture, ça veut dire que même si je les aide, ça risque de pas marcher. Donc il faut fixer un autre objectif, quelque chose de plus simple ou de différent. Et puis au milieu, il y en a peut-être, et si on les aide franchement, ils vont y arriver. Par exemple, le chien là. Le chien, si on le motive, eh ben, on va peut-être réussir à lui faire faire. Tu vois? Donc c'est ça la zone proximale de développement. L'idée, c'est de positionner chaque participant dans cette zone-là. Alors, elle va changer. Entre le début, le milieu et la fin de la formation, certains auront progressé et vont rattraper d'autres. Et comme ça, petit à petit, on va les emmener tous vers quelque chose de plus intéressant. C'est quelque chose de progressif, donc. C'est quelque chose de progressif et de dynamique. D'accord? Oui, très bien. C'est bon, je te remontre les propositions? Oui, volontiers. Ok. Alors, certains ne vont pas pouvoir progresser sans aide. Celle-là, effectivement, donc je la valide définitivement. D'accord.
Un enseignement unique et standardisé, Bah non, on a vu que finalement, pas tout le monde a besoin de la même chose. ouais, ça va pas aide. marcher. Hein. Ouais. C'est un objectif bas pour tout le groupe, Bah non, parce qu'il y en a certains qui vont du coup pas progresser bah, ils ne probablement. seront pas intéressés. Voilà. Ouais. Et puis par contre, bah, l'aide, effectivement, ils peuvent s'entraider entre eux ou l'enseignant peut se mouiller et puis les aider pleinement. Donc effectivement, je validerais plutôt à aider. Et c'est ton dernier mot? Oui, Sylvain. Bien. Bravo. Merci. C'est vrai que c'était pas facile, hein. Mais bon. Bah attendez, hein. Oui. On continue? C'est parti, ouais. Ouais. Volontiers. Bon. Ça stresse, hein. Alors finalement, pourquoi pas? Ok, on a compris ça, mais maintenant, est-ce qu'on va pas en perdre en route? Et comment faire pour pas en perdre en route? Est-ce que c'est inévitable? Il faut faire avec, tant pis. Ouf. Est-ce que si on leur rappelle régulièrement l'objectif, les motive, ça va les aider? Est-ce que je peux simplifier la tâche de certains? Et est-ce que l'erreur va générer de la frustration qui va être un levier pour les aider à progresser, à aller plus loin? Ok, bah, question de nouveau pas évidente. Ça fait quand même écho à un cours que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, qui parlait justement des rôles variés un peu du formateur dans un programme d'enseignement comme ça. Et puis si je me souviens bien, c'est un concept qui a été développé dans les années 80 par un psychologue américain, et concept de l'étayage un peu. Donc si on fait un schéma simple, bah, ce serait par exemple le fait de construire une maison avec d'abord les fondations, et puis ensuite pour pouvoir construire le toit, il faudrait faire des murs. Et puis bah, dans un premier temps, soutenir ces murs avec des systèmes d'été par exemple. Et puis bah, une fois que tout est bien consolidé, on pourrait enlever ces soutiens, et puis ça tiendrait de lui-même. Donc dans ce cours-là, on parlait de 6 rôles principaux. Bah, tout d'abord, le formateur, je crois qu'il doit bien motiver ses étudiants, ses internes par exemple. Il faut aussi qu'il simplifie parfois la tâche pour certains, au moins au début. Après, il va falloir corriger, bah, effectivement, quand ils font des erreurs, les remettre un peu sur le droit chemin. Et puis, bah, les faire raisonner, le fait de les faire comprendre. Une démarche intellectuelle peut favoriser effectivement de l'apprentissage. Et puis, donc, effectivement, donc, démontrer, peut-être c'est un des derniers rôles que je vois. Et Donc, puis on parlait de frustration. Et ben effectivement, donc il faudrait ne pas laisser les étudiants éventuellement frustrés, enfin, ne pas les laisser sur un échec et pour pouvoir qu'ils continuent. Donc pour en revenir à la question, je verrais plutôt B et C pour cette réponse-là. D'accord. T'es sûr de toi? Je suis quasiment sûr de moi, ouais. Je vais Ok. prendre le risque de valider. Pas de joker? Bon, il n'y en a plus en fait. Ah merde, bon ben, j'ai pas trop le choix. B et C, très bien, bravo. Merci. Bien, on peut l'applaudir. Donc là, on a parlé de 2 concepts finalement assez pratiques, hein, simples. On va voir un peu l'application. On va revenir à notre groupe hétérogène dont on a parlé au départ. D'accord? Et voilà un petit peu une expérience qu'on a menée ensemble à la chaîne FC. On s'est dit, pour les former, ces internes très différents, on va bâtir un programme, tout simplement à partir d'un cours théorique. Hein, on a vu que c'était le socle, il le fallait, juste à l'arrivée dans le service. On prend 1 mois pour faire des démonstrations ou des ateliers un peu simulés, bricolés, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Pendant 5 mois, on fait de la résolution de problèmes, on fait de l'encadrement, du compagnonnage au lit du malade. Et puis, on mesure régulièrement leur progression par des questionnaires, on regarde avant, au milieu, après, à la fin. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est de travailler l'évaluation finale, la mémorisation. Parce qu'au bout d'un moment, on perd. Maintenant, on établit avec ça une courbe d'apprentissage. À quoi ça pourrait ressembler, à ton avis? Voilà les questions. Est-ce qu'il y aura une disparité au départ? Est-ce que les meilleurs ne progresseront pas parce que les objectifs qu'on s'était fixés étaient trop bas parce qu'on ne voulait pas en perdre en route, comme on l'a dit juste avant? Est-ce que le niveau va baisser dès la première phase d'apprentissage parce qu'il faudra sans cesse répéter la théorie? Et est-ce que l'évaluation à 5 mois après cette formation va montrer déjà une perte des connaissances au départ des internes du service? Merci pour cette question. Effectivement, heureusement qu'elle est un peu plus simple que celle d'avant, parce que j'ai plus de joker du coup.
Je vais répondre sans trop de difficulté la réponse A, et puis on va pouvoir voir la réponse avec la diapositive juste après. Donc je valide déjà la réponse A. La A. Ok. Bien, bravo. Merci. Bonne réponse. On regarde ce que ça a donné. Oui, on Ouais. peut bien. Donc, Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on voit ici? évidemment. Ici, on voit donc, un graphique qui représente finalement les résultats d'un travail de thèse qu'on a élaboré ensemble, avec les différentes colonnes de points qui correspondent finalement aux tests itératifs qu'on a fait à ce groupe hétérogène d'internes au cours de la formation. Le plus à gauche, on voit bien que c'est un groupe qui est vraiment éclaté au départ, qui est très hétérogène, avec des couleurs qui correspondent au niveau global de leur connaissance avant formation. Et puis vous pouvez voir que finalement, au fur et à mesure, tout le monde va progresser. On va obtenir une courbe croissante avec une homogénéisation finalement des connaissances de tous les apprenants. Et puis la dernière chose qui est importante à remarquer sur ce graphique, c'est la dernière colonne, la plus à droite, qui a été faite plusieurs mois après la fin finalement de tout ce programme de formation. Et on peut constater que le groupe reste homogène et ne se redisperse pas. Donc on peut éventuellement envisager que les connaissances persistent. Et ce qui serait intéressant, par exemple, ce serait de voir jusqu'à combien de temps ça persiste en refaisant l'évaluation, par exemple. Effectivement, donc combien de temps ça persiste? Et puis, en fonction des catégories d'internes, puisque dans ce groupe, on avait vraiment des gens qui étaient susceptibles de ventiler encore des malades et d'autres pas du tout. On pourrait imaginer qu'ils aient un profil final au bout d'un an ou de 2 ans qui se séparent En 2 groupes, oui, par exemple. Bien, eh bien, ça sera à regarder. À suivre, oui. À suivre, tout à fait. Donc, en tout cas, ça montrerait que c'est possible. Visiblement, oui, ça semble faisable et possible, effectivement. Bien. Bravo, Jérôme. Merci. On continue? Allez, c'est parti. Allez. Justement, on parlait un petit peu de mémorisation. Comment faire pour garder la connaissance? Parce que c'est frustrant d'avoir enseigné à un groupe et puis de se rendre compte que 2 mois plus tard, les connaissances sont perdues. Est-ce que le fait de varier les supports permet d'ancrer le savoir? Est-ce que, tout simplement, si on répète le cours théorique tous les mois, eh bien, ça sera la meilleure solution? Est-ce que l'apprentissage en simulation motive les apprenants et est également un levier intéressant? Est-ce que la perte de connaissances est tout simplement inévitable et on ne peut rien y faire? Encore une fois, une question très intéressante. Effectivement, je pense que le fait qu'on ait dans le programme de formation couplé les supports, ça peut permettre effectivement de maintenir les connaissances à plus long terme, notamment par la simulation, comme la réponse C l'évoque. Comme vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, le fait de faire des choses concrètes qui correspondent à notre pratique clinique, ça peut éventuellement motiver et favoriser le maintien des connaissances. On en a touché un mot également, la perte des connaissances, peut-être qu'elle est inévitable, mais qu'on peut arriver à la minimiser finalement avec toutes ces méthodes-là. Et puis le cours théorique, pourquoi pas, ça fait partie des méthodes diversifiées. Donc moi j'ai l'impression qu'ici tout est vrai. Tout serait juste. Et finalement, le cours théorique répété tous les mois, est-ce que vraiment ça va être motivant? Effectivement, ça risque d'être un peu barbant au bout d'un moment, et puis peut-être pas très adapté à une réa ou faire. Ça va prendre du temps. Hein. Oui, c'est ça, en fonction Donc, des. Il y a peut-être d'autres façons plus simples de le faire. Hein. Des réactivations, justement, par compagnonnage ou par méthode interrogative, par résolution de problèmes. Ouais, Qu'est-ce qu'on valide, Jérôme? Du coup, je suis plus très sûr de la B. Je laisserai plutôt A, C et D. A, C et D? Oui. Ouais. Bon, on regarde ce que ça donne. Je veux bien. Bravo. Merci. Alors, il y a effectivement l'oubli. L'oubli, c'est inévitable. Simplement, on peut un peu le ralentir, cet oubli. Cette courbe, elle est théorique. Elle montrerait l'évolution de la persistance des connaissances, la rétention de l'information dans les semaines qui suivraient une formation. Eh bien, si on ne fait rien, inévitablement, au bout de quelques mois, on a perdu une grande partie des connaissances. Alors qu'à l'inverse, par des petits rappels, des rappels qui ne sont pas forcément le rappel du cours complexe et complet, on peut maintenir plus longtemps les connaissances et peut-être à terme les ancrer dans une mémoire à long terme. Ok ? Bien.
Alors, ce cône de l'apprentissage, c'est une représentation bien connue, parfois un petit peu mal interprétée. Je vais vous dire ce que j'en pense. C'est de dire, en fonction du support pédagogique que vous utilisez, il y a une rétention différente de l'information. Si vous ne faites que lire quelque chose, vous retenez qu'une petite partie. Une fois que vous allez entendre, ça sera mieux, voir, et au fur et à mesure que vous rajoutez les sens fondamentaux, voir, percevoir, entendre, vous améliorez la rétention, la persistance des connaissances. Mais tout ça, c'est du passif. Et inévitablement, vous perdrez un petit peu plus vite les connaissances. Quand vous allez passer à la discussion, à l'échange, à la résolution de problèmes, eh bien, vous allez commencer à devenir actif dans la formation, et là, ça va ancrer beaucoup plus. Des exemples, tout simplement, quand on demande à nos internes de faire eux-mêmes un cours, de présenter une présentation, de faire des recherches par eux-mêmes, ils sont actifs, ils mémorisent mieux. Et finalement, le socle de tout ça sera de faire concrètement, et là, on a l'outil de simulation qui est extrêmement intéressant. Simplement, on a tendance à vouloir aller trop vite au concret. Faire concrètement, c'est bien, mais ça nécessite le reste. Si on n'a eu aucun bagage théorique, si on n'a rien lu, rien entendu et rien vu, concrètement, ça ne va pas aller très loin. Donc, rien ne s'oppose à nouveau, simplement, il faut diversifier les supports et le type de formation. Voilà, Jérôme, je crois qu'on a validé ce palier. Merci Je beaucoup. te félicite. J'ai gagné quelque chose ou... Ah bah voilà. Je suis quand même... Ah, mais t'as gagné la possibilité de présenter ta thèse cette semaine, hein? ok. Oui, d'accord. D'accord. Bon, donc on se retrouve bientôt. Oui, très bientôt. Bien. Merci beaucoup. Allez, félicitations. On va passer à la deuxième partie. Et là, on a abordé des concepts pédagogiques un peu généraux. Et là, on va aller vers de l'innovation. On a cherché à la CNFC à inventer de nouveaux outils pédagogiques modernes. Et donc, j'ai une question pratique pour vous. Donc, vous allez pouvoir reprendre votre téléphone. Hop. Est-ce que ça passe? Petite latence. Non, ça ne veut pas. Joker. Appelle un expert 50-50, on l'élimine. Alors sur cette partie, en fait, on va aborder un partenariat avec l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Alors voilà la question qui va s'afficher maintenant. Dans vos services, par quels moyens vous formez le personnel soignant dans le domaine de la ventilation mécanique, justement? Est-ce que vous n'avez pas le temps, tout simplement? Est-ce que vous le faites au lit du malade? Est-ce que vous avez un mannequin haute fidélité qui vous permet de le faire? Ou est-ce que vous faites une présentation théorique suivie d'un atelier pratique? On voit une tendance pour le faire au lit du malade. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'on voit que vous prenez le temps de former. Ce personnel, c'est une très très bonne chose. Il va falloir continuer à le faire, vous l'avez compris. Le faire au lit du malade. Alors, c'est la méthode classique en médecine ou en soins infirmiers, mais ça présente des inconvénients. Vous allez peut-être pas pouvoir tout montrer, notamment ce qui est un peu rare, les accidents, et puis étudier les réflexes. Avec un étudiant, vous aurez peut-être toujours tendance à faire un peu à sa place pour mettre le malade en sécurité, ce qui se comprend. Donc, le mannequin haute fidélité, c'est une solution idéale. Vous avez un mannequin qui est capable de cyanoser, de désaturer, de respirer vite, de respirer doucement, un respirateur qui lui est relié. C'est vraiment ce qu'il nous faut pour demain. Simplement, il va falloir des budgets.
C'est pas donné, ces choses-là. Alors, faire une présentation théorique suivie d'un atelier pratique, eh bien, c'est ce qu'on a fait avec Jérôme dans l'exemple précédent, mais vous allez voir, ça a quelques limites. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est cette présentation suivie d'ateliers pratiques et on va voir comment on a innové pour améliorer justement ce type de formation et d'atelier. Alors, une petite vidéo justement, je vous montre ce que je faisais pour l'étude de Jérôme à partir de, pas de moyens de récupération, mais pas loin, c'est-à-dire un respirateur, un ballon test, des pinces, des tubulures et du leuco, c'est-à-dire du vulgaire sparadrap, une petite poire. Vous avez... Hop, est-ce que la vidéo... Donc vous voyez le respirateur, on a une pression de crête à 33, une pression plateau à 23. Je prends une pince, je viens pincer le raccord annelé. La pression crête passe de 33 à 36. La pression plateau ne bouge pas. 39 de pression crête. J'explique ce que c'est qu'un trouble de résistance avec ça. Qu'est-ce qui se passe quand un malade mord sa sonde ou qu'un filtre est bouché. Ok, c'est assez sommaire, mais ça marche. J'installe des liens autour du ballon. Cette fois, la pression plateau est à 35, alors que tout à l'heure, elle était beaucoup plus basse. J'enlève le lien. Ça modifie la pression plateau. Elle redescend. Bon, voilà. On peut, avec ça, aborder des notions de compliance, de résistance, mais ça va être relativement limité. Rien n'est pilotable. Et donc, ça va trouver sa limite. Là, je vous montre ce qu'on peut faire avec une poire. On crée une dépression, on montre que certains efforts ne sont pas récompensés, et on parle d'asynchronie, de trigger mal réglé. Bon, ça fonctionne, mais c'est pas extrêmement élégant. D'où cette deuxième partie pour laquelle j'accueille Jean-Sébastien. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour à tous. Bonjour Sylvain. Ravi de pouvoir assister à qui veut améliorer sa formation à vos côtés, bien que j'aurais préféré Jean-Pierre Foucault. Ah bah oui, non mais... Mais bon. Bon, on verra. Hein. Alors, Jean-Sébastien, donc interne d'anesthésie et réanimation avec un petit parcours particulier. Oui, j'étais ingénieur matériaux. Et puis, je me suis réorienté. Une autre passion, finalement. Pour partir en anesthésie réanimation. Bien. Eh bien, on regarde ça ensemble ? Allez, c'est parti. Allez. Donc, justement, par rapport à ce défi, développer un simulateur de poumon artificiel qui puisse permettre l'apprentissage de la ventilation. Qu'est-ce qui semblerait indispensable à mettre, à pouvoir intégrer dans ce simulateur ? La compliance, le trigger expiratoire, la résistance, le trigger inspiratoire. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, c'est une question extrêmement intéressante. J'ai assisté à une conférence de Gilles Capelier juste avant. Bien. Il me parlait de la compliance pulmonaire. Oui. Donc la compliance, si Gilles Capelier l'évoque, moi je la valide. D'accord. Donc la compliance. Voilà. On a regardé aussi, juste avant, un petit atelier bricolé où on venait augmenter les résistances des voies aériennes supérieures par un système de pinces. Donc les résistances, je valide aussi. D'accord. Pour la réponse B et la réponse D, je suis un peu plus hésitant. Le trigger expiratoire, j'y comprends rien. Donc instinctivement, je dis ACD. ACD. On regarde ce que ça donne ? Eh bien, effectivement, alors la compliance, la résistance, bravo. C'était facile. Le trigger expiratoire, en fait, ça serait très intéressant quand même, notamment pouvoir après travailler sur le cyclage. Mais peut-être que techniquement, on verra que c'est pas si évident que ça. Et pour l'essentiel, le trigger inspiratoire, en tout cas, probablement indispensable. Ça élargit le champ d'application d'un tel simulateur. On continue ? On continue. Alors, il se trouve que ce défi, il a été relevé au cours d'un marathon de l'innovation, Crunch Maker Camp en 2021. On va regarder un des participants, Laurent Fèvre, qui va nous donner son avis.
sont premièrement la compliance pulmonaire. Il est important de pouvoir modifier cette compliance pour simuler un patient normal jusqu'à un patient en syndrome de détresse respiratoire aiguë. Le deuxième élément est la gestion des résistances des voies aériennes supérieures. Donc le but, c'est de pouvoir simuler un patient en bronchospasme, une crise d'asthme. Et le dernier élément est la gestion du trigger inspiratoire. Le réglage du trigger sur le poumon artificiel est une chose très importante, puisque quand le patient se réveille, la sensibilité de ce trigger, le réglage de ce trigger peut améliorer ou au contraire dégrader le confort de notre malade, puisqu'un trigger trop élevé augmente l'effort respiratoire du patient et un trigger trop sensible va favoriser des autodéclenchements et donc des asynchronies patient-ventilateur. Alors, on n'a pas vu la fin de la vidéo. Non, effectivement. Un petit zappé. Il manque le premier prototype développé avec l'UTBM. Hop. Voilà le premier prototype. Donc, Voilà, donc c'était au cours de ce marathon. Tu nous expliques ce qui se passe ? Oui, bon, pardon pour l'esthétisme un petit peu précaire. Ça a été développé en 36 heures. Donc on avait deux parties principales, une partie programmation que je détaille pas, et puis après un aspect mécanique où sur la gauche de la vidéo, on peut voir un ballon qui est contraint par un système motorisé avec des sangles qui permet d'augmenter les pressions de plateau et de diminuer donc la compliance. On voit là qu'il y a de la pression. Hein. Voilà. Au centre, on avait un système de loquet qui venait compresser les tubulures et qui permettait d'augmenter les résistances des voies aériennes supérieures qui est en train de se fermer. Et pour finir, en haut à droite de l'image, on avait une petite poire qui permettait de simuler le trigger inspiratoire et de créer des déclenchements qui, pour le Crunch Maker Camp, avait été fait par un système de soufflet piloté par un électroaimant. D'accord. Et ça a donné quoi finalement ce marathon d'innovation ? Ça a été assez fructueux. On a obtenu le premier prix, ce qui a permis d'avoir une bourse pour galvaniser les équipes d'ingénieurs qui nous ont aidés après sur leur temps libre le jeudi soir entre 19h et 3h du matin pour développer le second D'accord, prototype. donc on verra par la suite ce que ça peut donner après quelques mois de travail et à quoi on a abouti. D'accord ? On continue ? On continue, Sylvain. Allez. Eh bien, question suivante. Donc on en revient à ce cahier des charges dont on a parlé, compliance, résistance, trigger. Qu'est-ce qui semble pertinent comme solution technique, toi qui es ingénieur ? Une application qui permet de piloter les principaux paramètres, imprimer en 3D des pièces pour créer des résistances, un système de pression qui ferait contre-pression pour créer une baisse de compliance, un petit compresseur pour créer un trigger inspiratoire. Sylvain, la réponse A, une application qui permettrait de piloter les paramètres, ça me semble vraiment indispensable. Par contre, toutes les solutions techniques qui sont proposées peuvent être potentiellement pertinentes. Donc, pour moi, voilà, c'est extrêmement difficile là de répondre. J'ai un confrère qui a eu un joker. J'aimerais aussi, si possible, avoir un joker. D'accord. Donc tu penses à quoi ? Moi, j'appellerais notre équipe d'ingénieurs. D'accord. Parce que voilà. Ils pourront répondre. Je suis sûr. Bon. Et on regarde ce qu'ils en disent. On peut. Donc on va vous montrer justement ces experts ingénieurs qui vont successivement évoquer les aspects de programmation qui ont été développés, les aspects d'impression et de matériaux qui ont servi à créer des résistances, les aspects de motricité qui ont permis de modifier la compliance, et puis le trigger. On y va. Donc on commence par la programmation. Vous pilotez les poumons de différentes façons. Dans un premier moment, on a développé une interface avec des scénarios médicaux, mais on avoue que cette option c'est trop serré. Après, on a développé une deuxième version de l'interface où on peut gérer tous les paramètres d'une façon très libre de tous les paramètres du poumon, la résistance, la compliance et les triggers. Pour faire ça, on a utilisé 3 cartes électroniques
deux cartes Arduino, un pour chaque poumon, et une troisième carte Spectrum M2 pour donner des connectivités Wi-Fi qui nous permettent de gérer la session de formation par un téléphone mobile ou une tablette. C'est technique, hein. Donc là, on a l'impression 3D. Alors, pour simuler une augmentation des résistances des voies aériennes supérieures, une des premières solutions à laquelle nous avons pensé était la compression d'une tubulure à l'aide d'un galet. Cette solution n'étant pas durable, nous sommes passés à une solution imprimée en 3D où la surface utile variait à l'aide d'un papillon. Pour des aspects de fiabilité, nous sommes passés à un système de vannes papillons piloté électroniquement à l'aide d'un servomoteur. Ce système a été usiné dans un métal. Pour des aspects de réalisme et d'esthétisme, ce système va être habillé à l'aide d'un filtre imprimé en 3D. Alors les moteurs maintenant, à quoi ils vont servir? On va voir ça. Pour faire varier la compliance d'un poumon de simulation, deux solutions avaient été identifiées lors du précédent hackathon. La première solution proposait d'immerger le ballon dans une cuve remplie d'eau. L'eau étant un élément incompressible, le volume présent définissait le volume dont le ballon pouvait augmenter. Cependant, cette solution a été écartée de par sa complexité de mise en œuvre, devant travailler avec les moyens du Fab Lab de l'UTBM. Les contraintes d'étanchéité et de compression ne pouvaient être respectées. Donc pour cela, nous avons convergé sur une solution mécatronique comme celle-ci, grâce à laquelle nous pouvons piloter en temps réel une compression mécanique sur le ballon. Pour simuler la compliance, c'est-à-dire la capacité d'un poumon à modifier son volume en réponse à une variation de pression, nous avons alors élaboré ce système composé de 2 ballons et de 6 moteurs. Un groupe de 3 moteurs est associé à chacun des ballons. Chaque ballon entraîne une sangle qui peut relâcher ou renforcer un point de compression à un endroit précis du ballon. Le relâchement ou resserrement des sangles peut être contrôlé via une interface graphique qui est accessible sur un smartphone. Cette interface permet en fait d'envoyer facilement des commandes individuellement aux différents moteurs Arduino pas à pas pour les faire tourner selon un sens de rotation et simuler ainsi un système pulmonaire sain ou pathologique. Et enfin, donc le trigger. Lorsqu'un patient se réveille en réanimation, il faut que ses efforts respiratoires soient compensés. Ça, c'est le rôle du trigger respiratoire. Nous avons commencé avec un système qui crée une dépression en sortie du respirateur, ce qui simule l'abaissement du diaphragme du patient. Pour ceci, on a construit un soufflet pour la séance du crunch, mais ça nous crée un troisième poumon, donc ça fait beaucoup de contraintes pour nos modèles. Et finalement, on a décidé d'utiliser une pompe à vide qui fait un petit rejet d'air pendant quelques millisecondes à l'atmosphère et qui permet de créer cette petite dépression qui signale au respirateur le comportement du patient. On a conçu une petite modification du circuit pneumatique à l'aide d'une pompe à palette, une petite pompe à palette qui fait office de compresseur et qui permettra de ne pas rejeter de l'air à l'atmosphère, donc il n'y aura pas de fuite dans le système. Voilà, c'est plus clair, Jean-Sébastien? Plus clair. Ouais, il maîtrise quand même, hein. On sent une certaine technicité. Alors on en revient donc à ces 4 propositions. Qu'est-ce que tu valides? Je vais, après cet éclaircissement, je vais valider la réponse A et la réponse D. La A et la D. Eh bien, c'est les bonnes réponses, encore une fois, bravo. Merci. C'est vrai que c'était un bon support, hein, une aide des ingénieurs très précieuse pour répondre à cette question. On continue. On va passer un peu aux applications, à ce qu'on pourrait imaginer faire avec cet outil. D'accord, Sylvain. Je me concentre. Alors là, on va voir donc un exemple. Une vidéo qui montre des courbes de respirateurs et puis on va découvrir ce premier prototype abouti. Vous avez vu un peu le bricolage, ce qu'on a fait en quelques heures, ce qu'on a fait en quelques mois. Et on va voir si tu arrives à
développer une démarche clinique, un raisonnement clinique qui répondrait à la question. D'accord? On lance la vidéo? C'est parti, je me concentre. Essaye de nous dire ce que tu vois. Alors, pour l'instant, on a des pressions de crête, des pressions de plateau qui sont plutôt stables, un volume télexpiratoire aussi. Et puis, si je regarde les pressions de crête, elles augmentent. Les pressions de crête augmentent. La pression de plateau reste relativement basse. Puis là, plus de pression de plateau. On a des volumes qui sont plus délivrés. On a un respi qui atteint ses limites avec les pressions de crête et qui se met à déclencher son alarme. Je te propose 4 propositions. Ça marche. On y va? Alors, est-ce que tu penses à un SDRA? Est-ce que tu penses à un pneumothorax, une atelectasie ou plutôt un bronchospasme? Alors Sylvain, je suis hésitant. J'ai vu des pressions de crête augmenter. Oui. J'ai vu une alarme sonner là-dessus. Puis les pressions de plateau, je m'en souviens pas. Je partirais peut-être sur une atelectasie. Une atelectasie, alors pour mémoire, hein, on a vu des pressions de crête augmenter fortement, mais la pression plateau était plutôt basse, et je crois pas qu'elle ait augmenté franchement. Une atelectasie, ça donnerait quoi comme... Ah oui, on aurait aussi eu un trouble de la compliance pulmonaire avec. Donc si les pressions de plateau sont restées relativement basses, je me plante. Ouais. Il y a un autre élément, parce qu'on essaye de mettre un peu d'éléments cliniques à terme dans ce modèle, notamment avec des modules sonores qui pourraient reproduire l'auscultation. C'est vrai que j'ai cru entendre un petit wheezing, un petit sifflement pendant la vidéo. Donc, au vu du raisonnement clinique et mécanique et visuel sur les courbes du respirateur, je pense que je vais éliminer les réponses A, B et C et je vais valider le bronchospasme. Ok. Alors, on regarde ce que ça donne. Effectivement, c'était la bonne réponse. On va montrer un autre exemple d'application, maintenant plutôt centré sur la compliance, avec une deuxième vidéo commentée en direct par Laurent. Nous allons tester une baisse de la compliance. On a un patient qui est ventilé en VAC avec un volume courant à 480, avec une pression plateau à 15. Voilà, on va simuler une baisse de la compliance. On entend les moteurs se mettre en route. Moteur un petit peu capricieux. Là, on a une expansion moins importante des deux poumons. La contrainte, elle se fait sur les deux poumons. L'augmentation, elle est proportionnelle. La pression de plateau augmente en même temps que la pression de crête. Alors, est-ce qu'on est obligé d'appliquer les troubles sur les deux poumons ou un seul? Alors, initialement, donc là, on était sur un système bipulmonaire mais monoalvéolaire. Là, on pouvait appliquer le code initialement était fait pour appliquer par souci de codage appliqué sur les deux poumons en même temps, mais nos ingénieurs ont bien travaillé ce mardi soir à 2h du matin pour développer un code qui permet d'appliquer actuellement les contraintes sur un seul poumon, séparément. Très bien. Est-ce qu'on peut découvrir ce simulateur? Tout à fait. Au stand de l'UTBM et sur notre stand, on peut voir ce nouveau prototype en application. Alors, c'est un prototype, c'est-à-dire qu'il y a d'autres développements qui auront peut-être l'occasion d'aboutir, et donc avoir des retours par rapport à ce produit nous intéresse. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour et à nous dire ce que vous en pensez. On valide ce palier, bravo. Merci beaucoup. Merci Sylvain. J'ai gagné quelque chose. Oh là là, ils veulent tous gagner quelque chose. Alors j'espère que c'est pas une thèse. Alors, en fait, non, si, mais sinon, il va falloir continuer à travailler là-dessus. Donc, tous les jeudis soirs, tu as le droit de revenir et continuer à bosser pour pousser ce simulateur plus loin. Merci Sylvain. Allez, c'est moi. Merci à tous. On va passer à la dernière partie de cette présentation qu'on a intitulée « Catastrophe en simulation » avec une question qui va vous être posée.
On va visionner une reconstitution d'un drame. On a demandé à des étudiants du service de bien vouloir vous montrer une série d'erreurs qu'on a pu observer au cours de séances de simulation. Et l'idée étant d'aborder ensuite le débriefing. Comment on va les accueillir, comment on va les faire avancer pour s'améliorer. Donc, on est parti, vous regardez, je vous explique un petit peu comment les choses se sont passées. Est-ce que ça va bien? Encore, voilà. On est au laboratoire de simulation dans le service de réanimation. Monsieur? Monsieur? On a une prise de pouls. Je crois qu'il est en arrêt. On masse. C'est pas optimal. Il me faut de l'aide. Finalement, il faut de l'aide. Il passe dans le couloir. Oui, patient, il est en train de faire un arrêt. Ah bah, On y va tranquille. Allez. Monsieur? Je vous rassure, on leur a demandé de faire comme ça. Monsieur? Monsieur? Max, je vais chercher le chariot d'urgence. Ah, pourquoi pas. J'arrive, hein? Alors, c'est bien, le chariot d'urgence. Qu'est-ce qu'on va prendre dessus? Le ballon. Allez, masse. Bon. Je pense que vous avez compris le principe. On va pas perdre de temps, je vais passer, mais vous avez compris que face à cette situation, si vous voyez ça en séance de simulation, mais la question que je vous pose, c'est la suivante. À vos téléphones, après cette séance, comment vous allez les accueillir? Vous allez leur dire « c'était catastrophique, on va tout revoir ensemble ». Ou au contraire, ironiquement, « c'était super, c'était très bien, continuez comme ça ». Est-ce que vous allez les applaudir quand même? Est-ce que vous allez leur dire « bravo, c'était pas facile, on va en rediscuter ensemble ». Je vois que vous n'êtes pas dans l'ironie. On commence à les applaudir un peu. Et puis il y en a qui sont honnêtes et francs avec eux. Voilà, c'était catastrophique. Alors, qu'est-ce qu'on a validé, nous, comme réponse? Les applaudissements et le bravo, c'était pas facile, on va revoir ensemble. Alors, vous avez compris, dans la première partie, on a présenté quelques concepts fondamentaux, essayer de ne pas frustrer, aller aider. Là, on va parler de la place de l'erreur. L'erreur, elle a été commise plusieurs fois. Il va falloir voir comment l'exploiter pour amener à progresser. Si on est comme à l'école, erreur égale faute égale 0 à la question, là, ça ne va pas aller. On va frustrer les gens et ils n'auront pas envie de continuer. Donc, oui, ils ont fait un effort. Ils se sont montrés à un groupe, ils n'étaient pas au mieux, mais on peut les applaudir quand même. Et puis leur dire, mais il y a des choses qu'on va montrer peut-être comme positives, si on en trouve, et puis d'autres sur lesquelles on va revenir pour expliquer pourquoi ça n'allait pas et comment faire mieux. Alors, pour parler de tout ça, je vais accueillir Laurent Fèvre. Laurent Fèvre qui, vous le connaissez, est infirmier technique dans le service de réanimation. Il anime de nombreuses formations avec moi. C'est un simulateur hors pair. Il est aussi animateur de soirées. Il est concocteur de congrès. Ça va, Laurent? Ça va Sylvain. C'est dur, c'était pas facile. Je suis un peu impressionné quand même. Je n'ai pas l'habitude de te voir avec un beau nœud pape tout rose. C'est plutôt en blanc d'habitude. Tout à fait. On y va? Allez, on y va, Sylvain. Bon, maintenant, comment tu ferais, toi, pour débriefer cette séance? Est-ce que tu penses qu'il faut lister tous les points négatifs, puis leur dire comment s'améliorer? Est-ce que tu penses qu'on peut les laisser faire tout seuls? Est-ce que visionner, leur montrer ce qu'ils ont fait, ça va apporter rien ou au contraire? Et comment est-ce qu'il faut créer un dialogue bienveillant entre eux, avec l'animateur et avec les observateurs? Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute Sylvain, je vais essayer de réfléchir à haute voix parce que c'est quand même pas si facile que ça. Donc, alors, par rapport à la réponse A, tout bon formateur en simulation, c'est que le débriefing, il va se passer en 3 phases. La première phase, c'est on va donner la parole aux participants, on va recueillir leurs impressions, leurs ressentis, et ça, c'est une phase qui est indispensable. La deuxième phase, c'est une phase d'analyse. On va regarder les schémas de pensée. Donc, s'ils sont corrects, on va les valider en séance. S'ils sont incorrects, on va en rediscuter, on va revoir ça avec les participants pour qu'ils comprennent leurs erreurs de raisonnement. Et la dernière phase, c'est la synthèse de ce qui s'est passé, de l'analyse au final. Donc, moi, je pense que par rapport à la réponse A, si l'animateur tout de suite liste les points négatifs, c'est pas du tout pédagogique. Enfin, alors, il y a Alexandre qui est un fin connaisseur de la simulation. Je pense que voilà. Par rapport à la réponse B, alors nous, on a vu, Sylvain, parce qu'on a fait quand même beaucoup de séquences de simulation ensemble, que chez les groupes qui font... Parce que nous, en fait, on forme les internes sur 6 mois. Et en fait, on s'aperçoit qu'au début, ils sont tout timides, voilà, et puis au fur et à mesure, ils prennent de l'assurance. Et on a vu ensemble qu'à la fin du semestre, ils sont capables de se débriefer tout seuls, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué. Donc cette réponse-là me paraît bien cohérente, quoi. Le visionnage de la séquence n'apporte rien. Alors, les séquences de simulation sont filmées. On a installé des caméras dans notre labo de simulation. Et parfois, on ne les utilise pas tout le temps pour débriefer, mais parfois, ça peut être intéressant de l'utiliser pour revoir des points qui sont à défaut. Et puis la dernière, j'ai même pas besoin de réfléchir, parce que il faut bien évidemment créer un dialogue bienveillant entre l'animateur et les participants, parce que si je fais une séquence de simulation et que je suis accueilli d'une manière malveillante, j'ai plus envie d'en refaire. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on valide, Laurent? Alors moi je valide, après toutes ces explications, je valide la réponse B et la réponse D. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Bien. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'était la bonne réponse. On progresse, on y est presque, hein? Allez, question suivante, Laurent. L'idée de s'exercer en simulation sans préparation préalable, théorique. C'est-à-dire, j'accueille un groupe, je leur fais pas de cours, je leur dis, ben voilà, vous allez franchir la porte du labo de simulation, il se passe quelque chose. Et vous savez pas quoi. Est-ce que c'est complètement antipédagogique? Est-ce qu'ils vont faire beaucoup plus d'erreurs? Est-ce que ça va stimuler le raisonnement clinique? Ou est-ce qu'au contraire, ça risque de générer de la frustration? C'est pas facile avec moi, Sylvain. Ouais. Alors, c'est un concept, c'est un peu ce qu'on appelle la pédagogie de la découverte. Ouais, heureusement que tu en as parlé un petit peu. Alors, je pense pas que c'est complètement antipédagogique. Voilà. Je pense que les participants vont faire beaucoup plus d'erreurs. Je pense que ça stimule le raisonnement clinique, mais le reste, je suis vraiment pas sûr. D'accord. Alors, vu alors que on rentre à la maison ou... Non, mais vu que mes collègues ont un joker, moi j'ai bien envie de demander un joker. 3 jokers? Ouais. Bon, allez. On a posé la question à notre experte Émilie, qui va vous expliquer justement comment on exploite l'erreur et comment on va vers le raisonnement clinique. On l'écoute. Dans la pédagogie de la découverte, on va directement confronter les apprenants à un cas pratique et on va les aider, les accompagner plus ou moins à résoudre par eux-mêmes le problème auquel ils sont confrontés, en les aidant par le raisonnement à trouver leur propre solution. Contrairement à la pédagogie démonstrative, où là, le formateur montre un geste et attend que les apprenants soient capables de reproduire ce geste. Là, ce qu'on veut, c'est que nos apprenants soient compétents sur le terrain pour résoudre des problèmes. C'est-à-dire que confrontés à un problème qui n'est pas tout à fait similaire, ils seront capables, grâce au raisonnement qu'ils ont ancré dans leur mémoire à long terme, grâce à la pédagogie de la découverte, de résoudre ce problème. La crainte de l'erreur, il
pour beaucoup de participants qui ont le souvenir de l'école. Donc à l'école, une erreur égale une faute égale 0. Cette crainte de l'erreur va les pousser à éviter de s'exposer lors des simulations, ce qui est dommage parce que c'est vraiment l'expérimentation active qui va permettre la mémorisation. Donc il y a deux concepts qu'il faut vraiment souligner dans la pédagogie de la découverte. Il faut que le participant ose faire, on va mettre un climat de bienveillance, on va valoriser cette erreur comme outil d'apprentissage en expliquant l'erreur, en trouvant des solutions. Et au-delà de il faut qu'il ose, il faut qu'il réussisse. Il faut que le formateur aide à réussir. Parce que si le participant ne réussit pas, il ne va plus s'engager, il ne va plus travailler. La réussite, ça va favoriser la confiance en soi et l'engagement en formation. Alors, on entend par raisonnement clinique le processus de pensée et de prise de décision qui permettent aux professionnels de santé, puisqu'on parle là de professionnels de santé, de prendre les actions les plus appropriées dans un contexte spécifique de résolution de problèmes de santé. Alors, le raisonnement clinique, il repose sur deux processus. Un premier processus qui est vraiment immédiat, presque réflexe, qui se fait dès qu'on est confronté au patient, c'est le raisonnement intuitif. Un exemple, une infirmière arrive auprès de son malade qui présente brutalement une détresse respiratoire. Elle va immédiatement formuler un certain nombre d'hypothèses. Par exemple, est-ce que mon respirateur est bien réglé? Est-ce que mon malade est réencombré? Est-ce que mon filtre est bouché? Après avoir formulé ces différentes hypothèses de manière spontanée, il y a un deuxième processus qui va se mettre en place, c'est le processus analytique. Elle va devoir, cette infirmière, chercher les éléments qui vont lui permettre de confirmer ou d'infirmer ces différentes hypothèses. Dans l'exemple qu'on a donné, elle va aspirer son malade. Voilà, si elle se rend compte qu'il n'était pas encombré, elle passe à la suite, elle vérifie le filtre n'est pas bouché. Donc, elle va en conclure que c'est certainement le respirateur qui est mal réglé. Elle va donc appeler le médecin. Et donc, c'est cette analyse qui lui a permis de rechercher l'hypothèse qui est la plus plausible. Alors, la simulation, grâce au fait que sur mannequin, on va pouvoir générer un certain nombre d'erreurs, va permettre de faire travailler justement ce raisonnement clinique, ces deux processus, et en le faisant verbaliser ce raisonnement clinique au niveau du débriefing. Bien sûr, pour que le participant ose, pour que le participant réussisse, le concept de bienveillance est indissociable de toute action de formation, d'autant plus en simulation. Alors, juste une précision, ça a été tourné cette semaine à la CNFC. Même s'il neige aujourd'hui, on voit que de temps en temps, il fait quand même beau, c'était sympa. Hein. Les Marseillais, il neige pas tout le temps chez nous. Hein. Il faisait beau, hein. La preuve en image. Alors du coup, on en revient aux propositions. Ouais, alors juste, franchement, vous m'avez bien aidé parce que vous avez pris comme joker une pédagogue experte qui est Émilie Donzelot. Franchement, Émilie, merci pour ta réponse parce que tu m'as vraiment aidé. Et là, sans aucune hésitation, je vais répondre la réponse B, C et D. Et c'est mon dernier mot parce que je fais entièrement confiance à Émilie. Ok, B, C et D. Bravo. Bravo, bravo. Merci, Émilie. Merci, Émilie. Alors, pourquoi maintenant développer l'apprentissage en simulation? Est-ce que c'est juste une demande très forte des apprenants et plutôt un phénomène de mode? Est-ce que ça permet d'apprendre en sécurité? Est-ce que son champ d'application, surtout, il est limité aux gestes techniques ou est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels on peut utiliser la simulation? Alors, je pense que c'est une demande très forte des apprenants. Le public, là, ça vous dit de vous former en simulation ou pas? Ouais, bon. Ok, donc je valide la réponse A. C'est surtout un phénomène de mode. Alors, j'ai un peu travaillé la simulation, hein, j'ai fait un DU de simulation. Et ce que j'ai appris, le professeur Grandry, Marie-Christine Moll, ont sorti un rapport en 2012 déjà en France. C'est en France, hein, aux États-Unis, ça faisait déjà longtemps que ça existait. Et ensuite, un rapport HAS est sorti dans la foulée. Donc, ça fait plus de 10 ans, donc c'est bien évidemment pas un phénomène de mode. Et en plus, quand on voit tout, ça se développe d'une manière exponentielle. Donc c'est pas du tout un phénomène de mode.
Alors, cela permet l'apprentissage en sécurité. Alors, vous connaissez tous l'adage « jamais la première fois sur un patient ». Ouais, et ben voilà, donc ça permet de l'apprentissage en toute sécurité. Et la dernière, son champ d'application se limite à l'apprentissage des gestes techniques. Alors pour moi, la simulation, ça ne se limite pas qu'à ça, puisqu'on va travailler sur les facteurs humains, on va travailler sur la communication dans le groupe, la communication en équipe, on va travailler sur le leadership, le feedback, etc. Donc il y a toute cette dimension de communication. Donc je valide, alors là, d'une manière très certaine, la réponse A et la réponse C, Sylvain. Et pour l'AD, finalement, alors, est-ce que ça se limite aux gestes techniques ou tu la valides aussi? Ah non, je la valide pas. Ok. Eh bien, c'était bien ça, bravo. Merci. Alors, on en vient bientôt à la fin de ce chapitre. Maintenant, si on veut développer ça, est-ce qu'il faut nécessairement être au sein d'un CHU, être rattaché à la faculté ou à l'IFSI? Est-ce que simplement avoir du temps et de l'énergie sont nécessaires? Et au sujet des moyens financiers, est-ce qu'ils doivent être très importants? Alors, on est au congrès du CREF, hein, CREF, Collège extra-universitaire des hôpitaux de France extra-universitaires, pardon. Donc non, bah nous on a la preuve vivante, hein, puisqu'on est un hôpital général périphérique et nous on a un labo de simulation. Donc j'invalide la réponse A. Être attaché à la faculté ou à l'IFSI, alors effectivement dans les CHU, dans les facs de médecine, il y a des labos de simulation. Nous à l'époque, il y a eu des choix de fait au niveau de la direction générale des travaux, c'est de faire un labo de simulation à l'IFMS qui est à 20 km de l'hôpital. On s'est tout de suite, on avait dit hein, dès le départ, ça ne sera pas possible pour nous. On fait la simulation à la pause d'ECMO, se balader avec l'ECMO qui coûte une fortune dans le coffre de la voiture. Enfin, c'était vraiment pas possible. Donc non, puisque nous, on a un laboratoire in situ qui est situé dans le service de réanimation. Donc j'invalide également la réponse B. Alors, on sait tous les deux que ça prend beaucoup de temps. Il faut écrire des scénarios, il faut les jouer, les tester. Donc ça nous a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie parce qu'on fait ça en plus de notre temps de travail puisqu'on n'a pas de temps dédié à la simulation. Et des moyens financiers très importants. Alors, on sait que ce matériel coûte très cher. Mais on a vu au cours de cette 1h30 de topo que des fois, on n'a pas besoin forcément d'avoir du matériel à 250 000 € pour pouvoir faire la simulation. Donc, Sylvain, je vais valider la réponse C. Du temps et de l'énergie. Ah ouais. Okay. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. Effectivement, bravo. Alors, Laurent, est-ce que tu peux nous commenter ces quelques photos? Oui, tout à fait, Sylvain. Alors, nous, on n'avait pas de labo de simulation. D'ailleurs, on remercie M. Matisse de nous avoir soutenus dans ce projet de labo de simulation in situ en réanimation, parce que c'est un outil qu'on va développer et qui va nous être utile tous les jours. Alors là, par exemple, ces photos, on a fermé un secteur il y a quelques temps en réanimation. On a fermé 5 lits. Et en fait, nous, on a squatté ces chambres. On a utilisé 2 chambres de réa. Donc l'avantage, c'est que là, on travaillait exactement avec le même matériel que les autres chambres. On avait les bras de réanimation, les mêmes pousse-seringues, les mêmes ventilateurs. Et donc là, on est allé s'installer dans 2 chambres de réa. Une chambre où on a joué la simulation. On a fixé les caméras avec du scotch, etc. Et la deuxième salle où c'est qu'on faisait les séquences de débriefing. D'accord. D'ailleurs, si vous regardez bien, si vous cherchez un peu sur YouTube, on a fait un reportage du journal de la santé de France 5 qui était où c'est qu'ils sont venus pendant une journée filmer ici, c'était très bien. C'était installé comme ça, effectivement. Ouais. Et puis finalement, ces lits, ils ont fini par être réouverts. Il y a le Covid qui est passé par là et effectivement, on est obligé d'occuper toutes ces chambres vides pour prendre en charge des patients atteints de Covid. Donc à ce moment-là, comme le bloc fermait, on s'est dit on va emmener le matériel au bloc. Donc un autre type d'installation, on a posé le mannequin sur une table et puis on s'est installé dans deux salles d'opération et on a pu jouer des scénarios avec l'équipe d'anesthésie réanimation avec des temps d'échange extrêmement intéressants. Et puis qu'est-ce qui s'est passé par la suite?
Et bien ensuite, étant donné que la Covid a un peu diminué, le bloc a repris une activité. Et là, nous, on était comme deux benets. On s'est dit, mais où c'est qu'on va faire la simulation? Alors, on a envahi le bureau de Sylvain Malfroy, qui est présent. Et on s'est dit, mais nous, on n'arrêtera pas de faire la simulation. Rien ne nous arrête. Et donc là, on a déménagé les meubles du bureau de Sylvain. J'ai un grand bureau. Hein. Ah, il a un grand bureau, ouais. Et là, en fait, on a installé le labo de simulation pendant plusieurs mois. Voilà, donc les internes ont pu... Alors, il y avait un problème d'authenticité, etc. On a fait un contrat avec les participants en disant, et voilà, on n'est pas vraiment dans une chambre, c'est pas super authentique, mais ça marchait quand même bien. Donc c'est la preuve que la simulation, on peut en faire un peu partout. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Et bien après, on a fait des travaux pour faire ce super labo de simulation que nous avons dans le service de réa in situ. Donc là, on vous a mis quelques clichés. Voilà, donc là, il y a carrément un bras qui a été installé dans cette salle. Alors, juste pour info, hein, à l'époque, c'était une salle, une déchetterie, enfin, où c'est qu'on entreposait les poubelles, et un local où c'est qu'on entreposait un vestiaire, exactement. Et donc on a tout cassé et en fait on a mis du temps pour faire les plans. On a pris beaucoup de temps et voilà. Donc là on a un labo de simulation avec des vidéos, avec une vie de Santin, une zone technique et voilà notre super outil pour former nos étudiants et nos infirmières. Merci beaucoup. Voilà encore un palier de validé. Je crois qu'on va passer à la conclusion. Qu'est-ce que je gagne? C'est pareil, le droit de continuer. Hein. D'accord, ok, merci Sylvain. Alors, c'est à vous. Vous pouvez reprendre votre téléphone pour 3 brèves questions. Vous allez voir, c'est très simple. On va essayer de voir ce que vous avez retenu de tout ça. Si la technique nous suit. Oui. Pour améliorer nos formations, que doit faire l'animateur? Créer des interactions, être bienveillant, diversifier les supports pédagogiques et partager du plaisir. On voit que vous avez compris le principe, ça monte. Voilà, donc tout est juste. Hein. Il faut faire tout ça. Et il va falloir de l'énergie et de la volonté. Mais c'est pas si difficile que ça. Allez, on passe à la suivante. Bravo à vous. Allez, ça s'affiche. Pour progresser maintenant dans le domaine de la pédagogie médicale, parce que c'est tout un champ de découvertes qui s'ouvre à nous, est-ce qu'il faut innover, mesurer la satisfaction et chercher sans cesse à se corriger, faire de la recherche en pédagogie médicale, regarder l'impact en termes de mémorisation des programmes qu'on met en place, et finalement encourager ceux qui le font, les aider à continuer à s'investir là-dedans, eh bien vous ne vous y trompez pas. Tout ça est juste. On va passer maintenant à la dernière question. Question pour vous. Et là, vous restez sur vos téléphones et on va vous demander d'écrire. Tout simplement parce que je viens de le dire, pour s'améliorer, il faut s'évaluer. Évaluer cette présentation, c'est ce que je vous demande ici. Si ça veut bien passer. Hop. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette présentation? Par un petit mot, ça va s'afficher par un petit nuage, enrichissante, originale. Merci pour tous ces commentaires, ça va tellement vite. Ludique, super, top. Top, ça a l'air de sortir, bon, ça fait plaisir. Excellent. Jean-Sébastien, un message pour toi. Tu es très beau. Je sais qui c'est. Ah. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Laurent, président. Je crois que les élections approchent, Laurent. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Cool. Dynamique. Chocolat. Il y en a qui avaient faim, j'ai vu. Poumon. C'est vrai que c'est une innovation intéressante.
Marseille. Qu'est-ce que je viens faire Marseille là-dedans? C'est pour Jean-Pierre. Eh ben merci pour tous vos commentaires. Avant de passer aux questions, je voulais remercier l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, avec en particulier l'équipe d'ingénieurs qui a travaillé et qui a continué à se réunir toutes les semaines, les jeudis soirs, de façon complètement bénévole, qui nous permettent aujourd'hui d'aboutir à un simulateur que vous pouvez découvrir et qui, nous le souhaitons, va continuer à s'améliorer. Pour ça, il faudra développer des vrais partenariats, ce que l'hôpital Nord-Franche-Comté et l'université sont en voie de faire. Merci à M. Montavon et à M. Lamotte qui sont partie prenante de ce projet. Également aux soignants et à l'HNFC, M. Matisse, qui nous suit là-dedans. Les soignants, d'une part parce qu'ils sont là, ils font les séances de simulation un peu au pied levé, on ne les prévient pas trop à l'avance pour pas qu'ils fuient. En tout cas, ils sont toujours là, et pour toutes ces petites vidéos aussi, parce que on travaille sur l'outil vidéo, on n'a pas pu vraiment le présenter complètement ici, mais c'est un support très intéressant à développer. Donc on fait des petites vidéos formatives dans le service. Merci. Merci à toute cette équipe et à Rulio qui me soutient aussi pour développer ces activités de formation. Quelques références bibliographiques concernant les grands concepts, la zone proximale de développement, la différenciation, les étayages, l'oubli, si vous avez un soir où vous vous ennuyez, la mémorisation, d'autres petites choses, et puis on va pouvoir passer aux questions. Allez les ingénieurs, venez. Allez, Pierre Romet, Ludovic Vitu, Fabrice Laurie, Enrique, Paul, Pascal, Jésus Périscal et Émilie Dozla, merci. C'était vraiment un travail d'équipe, donc merci pour vos applaudissements. Des questions peut-être ? Merci, super. Vous nous avez tous rendus jaloux. J'ai une question par rapport au cas où, quand sur une question, vous envoyez l'étudiant sans voir le cas avant. C'est quelque chose que vous faites ou pas? Parce que moi, on m'avait un peu formé, on m'avait dit que ça pouvait entraîner quand même une surcharge cognitive et finalement complètement paralyser l'apprenant. Est-ce que c'est quelque chose que finalement vous faites ou ils ont quand même un tout petit support avant de rentrer? Alors, merci pour cette question parce que c'est l'objet d'un travail d'étude. On a donc créé une étude comparative avec 2 schémas de formation. Un groupe qui va se confronter à l'arrêt cardiaque de façon découverte et un autre qui a un support de formation. Et puis ensuite, on croise ceux qui ont simulé font le cours, ceux qui ont eu le cours font la simulation. On étudie comme critère terminal la mémorisation. C'est ça, pour moi, l'élément déterminant. On regarde quand même la satisfaction. Parce que générer de la frustration, on l'a vu, c'est vraiment pas bon. Donc on pourrait se dire, on l'a vu, on en a parlé, ça risque de générer de la frustration. Et c'est là qu'il va falloir être très vigilant sur le débriefing. Mais au final, on a les résultats par rapport à cette donnée-là. On a un niveau de satisfaction égal, très fort. Les étudiants nous disent, en fait, ce que vous nous faites faire, c'est la vraie vie. C'est, je toque à la porte, je tombe sur un arrêt cardiaque, ça peut m'arriver. Et certains nous disent même, en stage, il y a une semaine, ça m'est arrivé. Donc, c'est un besoin. Et en tout cas, quand on compare les résultats, il y a beaucoup plus d'erreurs. Mais dans l'autre groupe, il n'y a que du mimétisme. Ils ne font que ce qu'ils viennent de voir juste avant. Et on est persuadé
que la mémorisation à long terme ne sera pas la même. L'erreur faite en simulation, elle est marquée beaucoup plus longtemps, d'où cette exploration, et on aura les résultats dans quelques mois. C'est un autre travail avec un autre interne. Ouais, c'est vrai que c'était une thèse et on attend les résultats. On veut reteste. En fait, on veut faire des mesures de mémorisation, si possible, à 1 an, parce que les faire trop tôt, où il faut les répéter, le risque étant quand même d'avoir des pertes de vue, mais dans cette étude, on a quand même fait participer 90 soignants. 3 jours de bloqués où il passait, ouais, c'était intéressant. Voilà, donc l'ancrage des connaissances, on en saura plus dans quelques mois. Comment vous évaluez justement la mémorisation à 1 an? Est-ce que vous avez un support, des outils qu'on pourrait utiliser pour voir ça justement? Alors c'est vrai que ça c'est une question qui se pose. L'idéal serait de les faire revenir au labo de simulation, de refaire un scénario et de regarder leur réaction. Ça c'est très compliqué. Déjà parce que parmi ces étudiants, certains seront partis dans d'autres terrains de stage. Et on ne voit pas comment faire ça. Donc dans cette étude, on a conçu des scénarios de simulation vidéo. C'est-à-dire que par le biais d'un film, on va interrompre et poser des questions et apporter les réponses par l'action des soignants qui vient derrière. Et on utilise donc des QCM, c'est donc une notation classique, sur laquelle on espère pouvoir montrer des différences. En tout cas, il faut réfléchir aux outils de mesure de progression. Dans l'étude de Jérôme, c'était plutôt par le biais de QCM théorique, mais si on avait les moyens, il faudrait faire revenir les participants, effectivement, et les revoir dans des ateliers, mais pour l'instant, c'est très compliqué. J'ai subtilisé le micro et puis je le fais passer après, je suis là. C'était passionnant. En dehors du fait que finalement ça implique d'y passer quand même pas mal de temps et d'énergie, je suis intéressé aussi sur l'aspect finalement design. Est-ce que le côté un peu bricolage gâche la possibilité d'identification à la situation et finalement jusqu'où il faut aller dans la reproduction de la situation réelle pour avoir l'adhésion dans un exercice de simulation? Est-ce que finalement un peu de bricolage ça marche ou pas? Le bricolage, c'est ce qu'on a fait avec Jérôme, ça marche, mais améliorer le réalisme, ça me semble très intéressant. Et puis, il y a un autre paramètre, c'est ce qui va être vu, et que ce qui est vu ressemble à notre conception physiopathologique des choses. C'est ce qu'on a réussi à obtenir avec l'équipe ici présente, c'est de pouvoir vraiment avoir le sentiment, quand on le regarde, de voir un vrai patient un peu à travers les structures. Et on pense l'utiliser soit de façon complètement ouverte et montrée, mais également cachée. C'est-à-dire de se dire, et vous le verrez sur le stand de l'UTBM, de voir ses poumons s'expandre plus ou moins selon les contraintes qu'on lui applique et comprendre la différence entre une atteinte uni- ou bipulmonaire, les effets de surdistension qui vont pouvoir arriver en fonction des réglages qu'on va mettre, mais aussi de cacher carrément le modèle et de se retrouver finalement face à une tête, une sonde et un respirateur tel qu'on le vit au quotidien, et de montrer ensuite ce qui se passe en dessous. Donc il y a plusieurs couches et plusieurs niveaux d'apprentissage qu'on pourra faire avec ce simulateur. Mais par rapport, Gilles, par rapport au gadget, par rapport à la pince, etc., ben là, en fait, les étudiants, eux, là, ils vont regarder le respirateur, en fait, là, dans ce cas-là. Donc là, la pince, tout ça, c'est caché, et en fait, ils regardent le respirateur. Après, le but, c'est d'aller vers le raisonnement. De favoriser le dire, raisonnement et là, clinique. Face à ça, comment on raisonne? Est-ce qu'on veut finalement qu'au lit du patient, une infirmière, un interne fasse, parce que c'est vraiment pas destiné qu'à un usage médical, il faut que ça puisse être applicable à tous les paramédicaux dans leur domaine de compétences dans la ventilation mécanique. Oui, oui. Alors, c'est moi.
Alors moi, j'avais une petite question pour un petit peu tout le monde, que ce soit l'UTBM ou la HNFC. Est-ce que vous envisagez une suite par rapport à votre poumon artificiel, de le démocratiser dans d'autres hôpitaux, d'en faire, je ne sais pas, le breveter par exemple? Je dirais, moi, au départ, on a participé au Crunchmaker Camp. C'était par rapport à notre besoin, quelque part. Maintenant, l'intérêt de ce congrès, l'intérêt de cette présentation et d'avoir toute l'équipe ici présente qui vous fait la démonstration de l'outil, c'est d'avoir vos retours et de voir vers quoi on va pouvoir aller. Ça, c'est de notre côté médical. Nous, on est satisfait, on a quelques idées pour l'améliorer. Mais il y a aussi des contraintes du côté technologique. Tu veux dire un mot Justement, j'allais vous dire ça. Nous, clairement, on est intéressés par continuer de développer le poumon. Après, c'est pas nous, personnellement, c'est les aspects techniques, mais c'est plutôt est-ce qu'à vous, ça vous apporte des choses et qu'est-ce que vous souhaiteriez comme amélioration sur ce type de simulateur. Nous, disons qu'on transforme vos contraintes dues au médical on répond à ça avec de l'ingénierie. On essaye. On peut aller beaucoup plus loin sur la représentativité. Le but, c'est pas de sortir quelque chose à 200 000 €, c'est ce qu'on disait, c'est peut-être de faire des prototypes à, on n'a pas d'idée, mais 2 000, 3 000, 5 000 € accessibles dans les labos de simulation, accessibles pour faire ça dans des bureaux, dans des salles de cours, un peu partout. Alors sur notre stand, on a un petit calepin. Si vous avez des remarques, si vous avez que vous soyez, quel que soit votre statut, tout nous intéresse comme remarque pour aider à améliorer. Voilà. Alors nous, l'équipe, clairement, on va aller plus loin. Après, est-ce qu'il y a réellement un intérêt pour vous? C'est ça la vraie question. Et s'il y a un intérêt pour vous, il y aura sûrement des gens qui vont nous aider à financer un petit peu, parce qu'actuellement, on l'a fait sans financement, vous avez compris, que ce soit pour le matériel ou en temps. Voilà. Merci. Alors nous, on a un centre de simulation à Chalon-sur-Saône, le CESITEC, et je peux vous dire qu'on est intéressé. Voilà. On se positionne d'entrée de jeu. Moi, j'ai une question beaucoup plus pragmatique. C'est qu'est-ce que vous avez besoin pour pouvoir commercialiser en fait cet appareil et en combien de temps? Justement, ça c'est une question, bien sûr, on y a pensé. On a mis une boîte pour glisser des enveloppes. Voilà. Donc, j'en parle à mon directeur et je reviens. C'est une aussi des questions. Est-ce qu'on commercialise, c'est pas pareil, ou est-ce qu'on met ce système dans le libre? Donc pas tout de suite, enfin une fois amélioré, est-ce qu'on le met dans le libre? Est-ce qu'on vous laisse vous aussi essayer d'améliorer ça avec les Fab Labs proches de chez vous, de vos universités c'est une question qu'on se pose. Alors on ne le mettrait pas dans le libre comme ça, comme vous avez dit tout à l'heure, ça fait encore un peu trop bricolage, mais d'avoir un système quand même performant, robuste. Notre idée c'est d'utiliser des équipements standards. C'est-à-dire que vous puissiez remplacer le ballon facilement avec des équipements que vous trouvez des fournisseurs proches de chez vous, des filtres que vous avez toujours dans les hôpitaux. Ce n'est pas de fournir un système. Si vous avez la moindre panne, il faut sortir 1 000 € ou 2 000, enfin je ne sais pas. Enfin, c'est peut-être rien 1 000 € pour vous. Mais... On n'est pas on veut pas que ce soit mais captif, vous n'ayez pas à sortir à chaque fois 20 000 € pour me refaire fonctionner le système. Après, en temps de développement, justement, est-ce que juste déjà les aspects liés à la compliance, au trigger, à la résistance sont suffisantes pour les premières simulations, ou est-ce qu'il faut aller plus loin? En 2-3 mois, si on avait plus de temps, on peut faire quelque chose, même avec des stagiaires. Moi je suis enseignant, on est plusieurs enseignants, on peut avoir des gens à 100% dessus, mais ça demande un peu plus de temps. Disons qu'en 2-3 mois, on peut avoir un produit beaucoup plus évolué. Si on laisse 1 an, c'est clair que l'année prochaine, au prochain CREF, si on est invité, on aura quelque chose de beaucoup plus évolué à vous présenter. mais effectivement, nous, dans notre cahier des charges, on avait plusieurs strates. Là, on est à la 2e étape. Derrière nous, avec l'équipe, là, avec Jean-Seb, Sylvain, on avait imaginé beaucoup plus de choses. Donc ça va même jusqu'à de la réalité augmentée avec un casque pour voir ce qui se passe dans les poumons.
On a même imaginé mettre du bruitage, que le poumon il devienne rouge quand la pression plateau dépasse le seuil qu'on souhaite. Voilà, on peut aller beaucoup plus loin, mais là le challenge était de le présenter au CREF. Voilà, mais nous derrière, mais je sais pas, tu parles de mettre en open access quand ça sera bien. À l'image de ce qu'on a fait pour les masques Décathlon, on a tout fait gratuitement, on a tout donné, on a tout envoyé gratuitement à tout le monde. L'esprit, j'imagine quel esprit, on va rester dans cet esprit-là, quoi. Il faut comprendre que c'est une construction modulaire, d'accord ? Oui. En fait, si vous avez une tête d'intubation en Aerdal, voilà, en fait, on pourra l'adapter sur cette tête d'intubation partout en France et dans le monde, quoi. Donc voilà, ça c'est possible. On a pris un peu de retard. Désolé Frédéric, parce qu'on va accueillir maintenant